Donc, rebonjour et bienvenue encore une fois au webinaire de Faction A intitulé Comment choisir la bonne architecture de solutions analytiques sur Microsoft Azure. Alors, je vous remercie de vous joindre à nous ce matin. Mon nom est Étienne Castonguay et pour les prochaines 50 minutes, je serai votre modérateur. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a pour but de vous présenter ce qu'il est possible de faire avec les technologies de Microsoft, à savoir plus particulièrement Microsoft Azure dans le contexte de la mise en place de solutions analytiques. Alors, vous apprendrez les différents enjeux dont vous devez tenir compte afin de moderniser votre architecture analytique. De quelle manière découper cette architecture? Quels sont les choix de modélisation qui s'offrent à vous? Et finalement, on verra quelques exemples d'architecture type de solutions analytiques sur Azure. J'ai donc fait appel à deux de mes collègues, André Deblois, qui est responsable de mission chez Faction A depuis les 10 dernières années. André compte en tout plus de 25 années d'expérience, dont la grande majorité est en service professionnel. Son rôle chez nous consiste à bien comprendre les besoins de nos clients et s'assurer que nos équipes livrent des solutions complètement satisfaisantes pour ces derniers. Le dernier, Derek Sanson, conseiller en solutions analytiques. Derek est détenteur d'une maîtrise en intelligence d'affaires et il est un praticien d'expérience avec les technologies de Microsoft. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler à tout le monde que ce webinaire se veut interactif et donc il vous est possible de poser directement des questions par clavardage tout au long du webinaire. À la toute fin, nous allons répondre à toutes les questions reçues et si jamais on manque de temps, on répondra aux questions individuellement par la suite afin de s'assurer que tous et toutes obtiennent des réponses à leurs questions. Donc, on vous invite à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes au fur et à mesure que la présentation progresse. Finalement, vous aurez accès à la copie de la présentation et je vous rappelle aussi que cette présentation est enregistrée. L'enregistrement sera accessible à partir de demain si vous voulez le partager avec vos collègues. Nous vous enverrons donc un courriel qui va vous donner tous les hyperliens vous permettant d'accéder autant à l'enregistrement que la présentation. Alors, je vais maintenant céder le contrôle à mon collègue André afin qu'il nous présente l'agenda. Donc, André, c'est à toi la parole. Bonjour et merci Étienne. Afin de rencontrer l'objectif du webinaire, je vais passer brièvement à travers les points de l'agenda. On va commencer par une mise en contexte pour refléter ce qu'on entend souvent typiquement des organisations qu'on rencontre en tant que firme de consultation. On se pose plein de questions, alors je vais faire un bref survol de ce qu'on entend typiquement. Derek va couvrir les 3 prochains points, qui est le découpage type de l'architecture analytique avec les composantes spécifiques au niveau de la suite Microsoft. Derek va revoir les 3 choix techniques de modélisation de données qui sont possibles dans une solution analytique. Et on verra aussi également 4 exemples d'architecture basée sur les technologies Microsoft Azure, tout en prenant soin d'expliquer chacun des pour et des contre, donc les éléments justificatifs pourquoi on adopterait plus une architecture qu'une autre. Je vais revenir à la conclusion avec une petite pause publicitaire par la suite et on pourra prendre les questions. Sans plus tarder, je vais juste faire une brève mise en contexte de ce qu'on entend souvent des organisations. Évidemment, souvent on rencontre les clients, on se fait poser plein de questions, autant au point de vue technologique que d'affaires. Et quand vient le temps de démarrer une mise en place de solutions analytiques ou bien encore de moderniser une solution analytique existante, il y a plein de questions, autant au niveau de la sécurité, l'exploitation de données qu'au niveau de la livraison de solutions analytiques. Alors, je vais faire un bref survol qui dépeint ce qu'on entend souvent quand vient le temps de démarrer une solution analytique. D'ailleurs, c'est des questionnements qui viennent souvent autant de la PME comme de la grande entreprise, à peu près tous les domaines d'affaires. Et quand vient le temps de faire les choix technologiques et techniques, les questions typiques qu'on reçoit, c'est comme est-ce que les choix viendront supporter l'évolution de nos besoins informationnels? Est-ce que les choix viendront supporter notre positionnement numérique par rapport à la transformation? En termes de sécurité et conformité, on a aussi des questions typiques qui nous arrivent. Est-ce que la traçabilité des données sera adressée par la solution? De quelle façon? Est-ce qu'il y aura des contrôles pour m'assurer de la viabilité de l'information décisionnelle qui est produite?
est-ce que la solution carrément sera conforme avec les règlements pour répondre aux besoins des auditeurs? Est-ce que la sécurité sera adressée? De quelle façon la sécurité sera adressée quand on est dans un type d'organisation où il y a plusieurs localisations, plusieurs données sensibles à différents niveaux? Au niveau de l'exploitation de données, on entend souvent, est-ce que je pourrais avoir un accès rapide et performant aux données afin de trouver et faire des croisements supplémentaires à ce que j'ai déjà présentement? Est-ce que je vais avoir la flexibilité d'accéder à mes données en libre service? Est-ce que je vais être autonome et je vais pouvoir intégrer des données supplémentaires, complémentaires de façon autonome? Est-ce que j'aurai cette flexibilité-là? C'est souvent les types de genres et le genre de questions qu'on obtient souvent. Alors, quand vient le temps, donc, au niveau du positionnement de l'architecture, évidemment, le domaine de l'architecture et des solutions analytiques est encore beaucoup plus étendu et encore beaucoup plus complexe aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus au-delà de l'intégration des données d'une seule source ou d'un seul système, typiquement qui est interne. Maintenant, on croise des données de plusieurs systèmes internes, de plusieurs systèmes externes, avec des systèmes qui résident sur des technologies qui sont totalement variées et parfois hétéroclites, avec des formats de données aussi très variés. Des fois, c'est des données structurées, des fois, c'est des données non structurées. On intègre aussi des API qui sont publics. Évidemment, les engins de base de données dans le marché sont aussi quand même assez variés et plusieurs versions de ces engins de base de données-là existent ou coexistent dans les environnements typiques de les organisations avec qui on parle. Au niveau de l'alimentation aussi, typiquement, on se fait poser les questions, est-ce que les données peuvent être rafraîchies plus rapidement? Évidemment, l'alimentation des données, ça peut se faire en différents modes. Ça peut se faire asynchrone, ça peut se faire en mode push, en mode pull. Alors, tous ces genres de questions-là qui sont très valides, alors on les adresse typiquement dans l'architecture. Évidemment, dans le courant des dernières années, plusieurs technologies aussi, plusieurs nouveaux outils qui sont apparus et les versions de ces outils et ces technologies-là sont de plus en plus rapides. Alors, les gens se posent la question, dois-je passer à l'info numérique? Dois-je passer à la prochaine génération des analytiques? Dois-je moderniser ma plateforme? Ce qui fonctionne aujourd'hui, fonctionnera-t-il encore demain? Toutes les questions qu'on fait face. Évidemment, dans tous les cas, on a une plus grande croissance du volume de données, une plus grande variété de données, une plus grande vélocité également de données, ce qui vient accroître et enrichir tous les types d'analyses qu'on peut faire et la diversité des analyses qu'on peut faire aujourd'hui. Avant de passer la parole à Derek, on va aborder tout d'abord les composantes de l'écosystème analytique Azure selon les couches classiques d'architecture. On verra les 3 techniques possibles de modélisation de données pour une solution analytique et on va aborder le 3e point qui est les 4 scénarios possibles du mouvement de données de sa source à l'information décisionnelle. La présentation va se faire dans un cadre d'intégration de données structurées principalement, de sources internes, de sources externes et en mode pool. Donc, la présentation de ces scénarios se fait de façon graduelle et tout en prenant soin d'expliquer chacun des pour et des contre, donc les éléments justificatifs venant faciliter les choix qui sont à faire dans les différents contextes de chacune des organisations. Donc, sans plus tarder, je laisse le plancher. Donc, merci beaucoup, André. Bonjour à tous. Donc, d'abord, là, je vais vous expliquer là, le découpage type de l'architecture qu'on voit là, souvent en intelligence d'affaires. D'abord, ce qu'on retrouve, c'est la couche d'intégration. Donc, qu'est-ce que c'est là en tant que tel? C'est vraiment l'intégration de la donnée, donc les transformations de données. On peut avoir un staging, donc une couche dans le serveur qui est réservée pour la transformation de données. Souvent, cette couche-là va se retrouver là, dans le design de l'architecture avec le stockage, mais afin de maximiser la compréhension, on les sépare ici. Ensuite de ça, bon, le stockage, donc c'est là qu'on retrouve finalement la donnée transformée.
Cette donnée-là se retrouve à être comestible pour l'utilisateur. Donc, on a intégré les règles d'affaires. On peut maintenant consommer cette information-là. La couche de sémantique. Cette couche de sémantique, on va permettre de retrouver les mesures, toutes les règles, le langage d'affaires pour une meilleure compréhension aux utilisateurs finaux. Donc, cette couche permet là, de se questionner. Donc, c'est vraiment un design qui est fait pour l'analyste. Finalement, la couche de présentation, donc là, on va servir, là, nous, on présente l'outil Power BI, mais c'est tous les outils de visualisation de données pour mieux comprendre finalement l'information. Les couches ici sont présentées à des fins de compréhension de l'architecture, mais afin que vous ayez une meilleure idée du découpage en architecture sur Azure, on va positionner chacune des composantes d'une architecture Azure dans les couches que je viens de vous présenter. Donc, après ma barre, sur Azure, l'une des composantes qu'il y a, c'est le Azure Data Factory. C'est un outil d'orchestration. Elle permet là, de mieux gérer nos flux d'intégration. C'est pas un outil d'intégration. On peut le comparer au SQL agent dans une solution on-premise. Donc, c'est vraiment l'orchestration des flux. On va pouvoir gérer, entre autres, à l'aide d'un integration runtime, un flux SSIS directement dans le nuage. On peut gérer des procédures stockées. Puis tout ça avec différents outils là, d'orchestration, justement, comme le pipeline, pour finalement céduler nos flux, préparer notre travail de mouvement de données, finalement. Ensuite de ça, il y a le SQL Server Integration Services, donc communément appelé SSIS. Donc, c'est un outil qui est dans la suite, finalement, SQL Server, mais avec les technologies Azure, on peut maintenant déployer des flux SSIS, là, puis les rouler directement dans le cloud. Donc, avec SSIS, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment l'intégration de la donnée. Donc, les transformations, les changements qu'on va apporter, si on veut apporter des niveaux d'agrégation différents, donc c'est une autre granularité à la donnée, c'est là qu'on va faire nos transformations. Puis là, il y a différentes stratégies qu'on peut envisager. Il y a l'ETL, donc l'extraction, transformation, chargement, puis l'ELT. La différence entre les deux, en fait, c'est que l'ETL a été mise en place avant l'ELT, évidemment. C'est parce qu'on n'avait pas le pouvoir, les machines n'avaient pas la capacité de processing qu'elles ont aujourd'hui. Donc, les transformations étaient faites sur une autre instance, sur un autre serveur. Donc, c'est pourquoi on faisait l'ETL. Donc, on mettait en place un staging, on effectuait nos transformations, puis finalement, on chargeait dans le data warehouse. Maintenant, les machines, ont plus de capacité, la technologie a avancé, on a plus de capacité de processing, de calcul. Donc, on peut faire les transformations à même le data warehouse ou à même la destination. Donc là, on va directement charger l'ensemble de la donnée, effectuer une transformation. Ça permet finalement d'éviter ou de minimiser le batch processing. Donc, l'utilisateur final peut consommer plus rapidement une nouvelle donnée à partir du moment qu'elle est chargée. Donc, ça, c'est un des gros avantages. Donc là, avoir les stratégies qu'on veut mettre en place, c'est aux architectes puis à la business, finalement, se poser la question, quand est-ce que je veux ma donnée? Quand est-ce que c'est important? Parce que ça donne rien de mettre un processus de real-time en place si on a besoin de la donnée quotidiennement, notamment. Donc, c'est une des stratégies qu'il faut penser. Bon, sur Azure, il y a aussi le Azure SQL Data Warehouse. C'est un service qui est mis en place pour, évidemment, les data warehouse. Donc, c'est un service qui est élastique. On peut charger une infinité de données, donc une quantité infinie. On fait juste ajuster finalement les paramètres dans la plateforme Azure selon nos besoins. C'est vraiment optimisé pour les requêtes. Donc, c'est vraiment optimisé pour le OLAP qu'on appelle, donc Online Analytical Processing.
ce qu'on veut avec le Azure SQL Data Warehouse, c'est de maximiser la capacité pour les utilisateurs d'obtenir de l'information et le plus rapidement possible. Donc, ça se fait avec des nodes qui s'exécutent en parallèle. Donc, c'est vraiment des requêtes, c'est fait pour les grosses requêtes complexes, puis c'est plus rapide, il y a plus de capacité de processing, plus de capacité de calcul. On peut exécuter 32 requêtes simultanées, mais c'est des grosses requêtes. Donc, ça, c'est un des gros avantages. Puis ça, ça permet à l'équipe IT d'ajuster finalement leurs ressources, leurs besoins en fonction de la sollicitation du système. Donc, avec Azure, on peut ajuster l'utilisation de la ressource Azure selon nos besoins finalement. Donc, quand le système doit avoir des requêtes, une grande quantité de requêtes à une période donnée, on alloue plus de ressources Azure. Puis l'inverse, évidemment, quand on a moins besoin de le solliciter. Donc, c'est un stockage illimité, ça, je l'ai dit. Ensuite de ça, il y a le Azure SQL Database. En fait, on peut faire un data warehouse avec le Azure SQL Database, mais à un moment donné, il faut se poser la question, c'est quoi nos besoins? En termes de quantité de données, évidemment, l'Azure SQL Data Warehouse en permet plus par rapport au Azure SQL DB. Mais évidemment, il y a des coûts liés à ça. Donc, si c'est une petite quantité de données, un rafraîchissement qui est peut-être moins important, etc., ça peut être plus pertinent pour une business de mettre en place un Azure SQL DB et de bâtir son data warehouse dans une base de données Azure, dans une base de données SQL Azure. Évidemment, à la base, le Azure SQL DB est optimisé pour les transactions, donc souvent pour l'inscription de données, donc les updates, les deletes, ces choses-là. Donc, c'est fait évidemment pour, entre autres, notamment l'inscription de données d'un ERP. Donc là, il y a 6400 requêtes simultanées qui peuvent être effectuées. Donc, c'est avoir les différences finalement, puis à calculer là, au niveau des ressources Azure qu'on veut allouer, puis évidemment en termes de coûts, c'est quoi les différences pour finalement optimiser notre solution d'intelligence d'affaires. Il y a l'Azure Data Lake Store qui permet un stockage de tous les types de fichiers, tous les formats de données, puis comme l'Azure SQL Data Warehouse, il est élastique aussi. Donc, puis il supporte aussi le HDFS, là, donc Hadoop Distributed File System, dans le nuage. Donc, ça, c'est un des gros avantages dans le cas de la donnée qui est non structurée. Puis le Azure Analysis Services, l'Azure Analysis Services, c'est la même technologie qu'on retrouve dans la suite là, SQL Server on-premise. Donc, c'est un modèle uniquement tabulaire, par contre. Puis, donc, c'est déployé directement sur une machine Azure. Qu'est-ce que ça permet de plus? Ben, c'est évidemment l'allocation encore de ressources selon nos besoins. Puis, on peut restaurer le modèle dans le nuage, mais on peut utiliser encore les outils connus là, de création de modèles. Donc, Visual Studio, on peut créer notre modèle Azure Analysis Services dans Visual Studio, mais on va le déployer directement dans la machine Azure. Donc, ça, c'est un des avantages. Puis, également, on peut intégrer là avec le Azure Active Directory. Donc, possibilité de gérer la sécurité des différents modèles mis en place grâce au Active Directory. Donc, dans le modèle tabulaire, c'est du Row Level Security, donc des filtres qui sont attribués là en langage DAX pour allouer finalement la donnée aux utilisateurs qui doivent y avoir accès. Puis, pour finir, là, dans les composantes, il y a l'outil de visualisation, donc Power BI. Donc, il faut une licence pro, évidemment, pour déployer, gérer le gateway, etc. Power BI, c'est l'outil de visualisation puis de présentation d'informations. Ça permet un partage sécuritaire, puis on peut même bâtir un début d'architecture directement sur les systèmes sources. Je vais vous présenter un cas tantôt qui figure bien la situation. Bon, maintenant, ces composantes-là, comment elles se manifestent dans le découpage type d'une architecture?
Bien évidemment, vous aurez deviné là, qu'ils étaient déjà classés en fonction de leur rôle à jouer. Bon, ben, la couche d'intégration, Azure Data Factory, puis SQL Server Integration Services, les éléments de stockage dans le milieu également, donc le Data Lake Store, SQLDB, puis le Data Warehouse, notre couche de sémantique et finalement la couche de présentation. Donc, c'est de cette façon-là que ça se manifeste dans une architecture type. Bon, en intelligence d'affaires, il y a différentes situations, puis il y a différents cas. Et évidemment, à différents cas, on peut appliquer différentes techniques de modélisation. Donc, je vais vous en présenter 3. Il y a certaines variances, il y a certaines petites variances entre les techniques et il y en a d'autres, mais c'est les principales qu'on retrouve. Donc, d'abord, la technique de modélisation dite normalisée. Ici, ce qu'on a, c'est la 3e forme normale. Une bonne pratique, c'est de modéliser jusqu'à la 3e forme normale pour avoir finalement un modèle le plus normalisé possible, puis le plus efficient possible. Donc, qu'est-ce que c'est la 3e forme normale? D'abord, c'est une donnée qui est à son niveau atomique, donc le niveau granulaire, le plus fin, le plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas subdiviser la donnée en d'autres données qui va donner de l'information supplémentaire. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée à leur resubdiviser. Donc, c'est vraiment son niveau atomique, le niveau le plus fin. Un autre élément, c'est que la clé, tous les attributs descriptifs doivent dépendre d'une seule clé. Donc, une clé uniquement, ça ne peut pas dépendre de 2 clés ou d'une partie d'une clé. Donc, c'est vraiment là une référence unique à sa clé. Bon, c'est quoi les avantages d'un modèle en 3e forme normale? Bien évidemment, ça limite la redondance de données. On peut pas, s'il y a redondance de données dans un modèle dit en 3e forme normale, ben c'est qui est pas en 3e forme normale. C'est optimisé pour l'écriture, donc les ERP les systèmes là, de gestion interne vont souvent inscrire la donnée dans des BD qui sont modélisés en 3e forme normale. Ça permet également les requêtes complexes. Ça permet pas les requêtes complexes. C'est fait pour l'écriture et non la requête. Donc, lorsqu'on va vouloir, en tant qu'analyste, aller chercher de l'information, aller chercher de la donnée, il va falloir effectuer plusieurs jointures sur les tables pour finalement retirer l'information qui est intelligible. Et puis ça, c'est un des désavantages de la 3e forme normale. Évidemment, c'est une structure qui est moins flexible lorsqu'il y a des règles d'affaires qui changent. Ou encore l'intégration d'un nouveau ERP, des choses comme ça, bien là, le modèle, il doit être questionné. Donc là, c'est plus difficile à ce moment-là, c'est moins flexible. Donc, pour pallier à ça, ce qu'on a, c'est le modèle dit multidimensionnel. Donc, un modèle multidimensionnel, c'est l'inverse. Donc, c'est vraiment optimisé pour la requête. Pour faire une histoire courte, il se compose en table de faits et de dimensions. La table de faits, qui est affichée en bleu ici, représente tout ce qui doit être analysé, tout ce qui doit être compris, le phénomène d'affaires qu'on veut comprendre. C'est statistique, donc une vente, un achat, donc un phénomène qu'on veut analyser. Puis, les dimensions représentent le contexte dans lequel ce phénomène-là se produit. Donc, une vente par succursale, par vendeur, par mois. Donc, une dimension date, une dimension succursale, une dimension vendeur, etc. Donc, c'est vraiment les attributs qui vont complémenter le fait. Donc, un modèle dit multidimensionnel limite évidemment les jointures lorsqu'on fait une requête. Parce qu'on n'a pas à passer par 5, 6, 7, 8 tables. On passe directement par une ou deux tables. C'est évidemment plus compréhensible pour l'analyse. Donc, les logiques d'affaires sont modélisées dans le modèle finalement. Donc, l'analyste a plus de facilité à comprendre l'information, puis comprendre la donnée pour finalement en tirer l'information. Puis, c'est de l'optimisation de calcul, évidemment. Ça revient là avec ce que je disais sur les requêtes. Un des désavantages, c'est que ça devient moins évolutif parce qu'une dimension, à un moment donné, va avoir beaucoup d'attributs, ça devient difficile à gérer, puis c'est une structure qui est moins évolutive parce que la règle d'affaires, elle est
modélisé directement dans le Data Warehouse. Donc, si un jour ma règle d'affaires change, mais mon modèle doit être requestionné. Donc, ça, c'est un des désavantages. Un modèle qui va permettre un peu le meilleur des deux mondes, c'est le Data Vault. Le Data Vault est modélisé en hub, satellite et link. Un hub, ce qui est affiché en bleu ici, représente un concept d'affaires, donc une clé d'affaires. C'est bâti selon la philosophie que la business peut changer, il peut y avoir des choses qui changent, mais les concepts d'affaires de base qui sont fondamentaux à l'entreprise ne changeront pas. Donc, cette philosophie-là permet de bâtir un modèle qui il va être évolutif, puis qui va comprendre en même temps les principes, les logiques d'affaires. Bon, je m'explique. Un hub peut avoir un client. Ça peut être un client, une clé client. Donc, c'est un concept d'affaires qui est fondamental. L'entreprise, elle va toujours avoir des clients, donc c'est fondamental. Elle a un hub, une facture. L'entreprise va toujours facturer. Donc, c'est un concept qui est encore fondamental. Donc, il y aura une facture, un hub. Et là, pour ajouter des attributs, au lieu d'avoir 150 attributs dans une dimension comme dans une table de fait, dans une table de dimension, je vais rajouter un satellite. Puis là, à mesure que je fais une acquisition, puis je veux rajouter de l'information supplémentaire, je vais rajouter un autre satellite sur mon hub, etc. Donc, mon hub va avoir différents satellites, donc des tables qui comprennent des attributs pour ajouter de la donnée complémentaire à la compréhension, finalement, de mon concept fondamental. Puis pour ce faire, pour ajouter le satellite, on va mettre la clé du hub dans le satellite. Donc, on n'a pas besoin d'intégrer l'ensemble des attributs. On va juste rajouter une clé dans la table du satellite. De cette façon-là, ça l'optimise le chargement. Bon, quand il y a un phénomène qui se produit, un peu comme on avait la table de fait dans le modèle multidimensionnel, lorsqu'il y a un phénomène qui se produit, on fait un link, donc un lien, entre mes hubs qui sont sollicités. Donc, un client achète un produit, donc un client est lié à une facture. Je vais faire un link entre les deux. Et ce lien-là, ça se trouve être ma transaction. Puis là, si je veux rajouter des attributs à ma transaction, je vais mettre un satellite sur mon link. Et là, je vais avoir le montant de la transaction, puis toute autre information, la date, whatever. Donc ça, c'est quelque chose de... C'est un modèle qui est évolutif parce que, bon, je garde ma donnée la plus brute et cette donnée brute-là est conservée dans ce qu'on appelle le raw data vault, donc la donnée brute. Et lorsqu'il y a des règles d'affaires à ajouter, je vais créer une couche supplémentaire dans mon entrepôt de données qui s'appelle le business vault. Et là, j'ai des satellites supplémentaires qui viennent rajouter l'information complémentaire à mes règles d'affaires. Et de cette façon-là, si un jour j'ai une grosse règle d'affaires qui change, bien j'ai juste à changer mon business vault, mais mon raw data vault reste intègre, puis on ne le touche pas. Donc, ma donnée reste impeccable. Bon, c'est bon pour le grand volume de données, évidemment. Donc, je peux charger un gros volume de données dans un modèle modélisé en data vault. C'est optimisé pour le chargement en parallèle. Puis, c'est une structure que je disais évolutive. Donc, c'est vraiment un modèle, comme je disais, c'est le meilleur des deux mondes. Bon, l'enjeu en intelligence d'affaires, c'est de harmoniser la modélisation dans un contexte d'architecture. Donc là, ça, c'est l'art de l'architecture en intelligence d'affaires. Là, je vais vous présenter quatre figures d'architecture type. Puis, on les a classifiés, on les a évalués à l'aide des éléments justificatifs que vous voyez à l'écran. Donc, évidemment, j'en ai quelques-uns, puis on va les pondérer là, selon comment ça s'applique versus le contexte dans lequel on a designé l'architecture. Bon. Donc, il y a le volume de données, la variété des sources de données, la vélocité des données. La vélocité des données, c'est le débit. Donc, un volume de données dans un temps spécifique. Si j'ai gros la donnée qui rentre en 1 seconde, bien, c'est une grosse vélocité. On voyait là comme le débit. La rapidité d'implantation, donc est-ce que mon architecture est rapide à implanter ou non? La flexibilité pour consommer la donnée, ça se trouve à être
la capacité pour les utilisateurs finaux de faire des analyses. Donc, est-ce que c'est du reporting qui est monthly? Est-ce que c'est du dashboarding? Est-ce que c'est du self-service BI, etc. Donc, une flexibilité pour l'utilisateur d'effectuer différentes analyses grâce à l'architecture qui a été mise en place. Bon, évidemment, la sécurité, les enjeux de sécurité, la robustesse du système et sa capacité d'évolution. Robustesse du système et la capacité d'évolution, c'est souvent conjoint. Évidemment, un modèle qui est robuste va avoir plus de facilité à évoluer que finalement un modèle qui n'est pas robuste. Bon, d'abord, un des premiers cas, puis on le voit souvent, c'est un accès direct aux données du système source. Donc, ce qu'on a ici, c'est Power BI, un fichier Power BI qui est connecté sur les données sources. Puis ça peut être des données externes, internes, dans le nuage, on-premise, nommez-en, ça peut être n'importe quelle donnée. On le voit souvent, ça peut être lorsque certains analystes ont une initiative BI à l'interne, puis veulent faire une preuve de concept, etc. Donc, je vais vous présenter la manière dont on l'évalue. Donc, évidemment, un fichier Power BI connecté sur les sources, ça a certains avantages, notamment au niveau de la rapidité d'implantation. Donc, on va être capable de rapidement mettre en place un fichier, effectuer des analyses, partager le dashboard, partager l'information aux utilisateurs. Donc, ça, c'est très intéressant. Par contre, lorsqu'il y a gros volume de données, ça va être plus complexe parce que le fichier Power BI exécute des queries, donc des requêtes, puis il y a un travail de transformation qui est fait. Et puis, plus il y a de données, puis plus il y a une grande vélocité, bien, l'outil de visualisation va être surchargé. Puis là, ça peut prendre un temps phénoménal à juste ouvrir son chiffrier Power BI pour effectuer des modifications. Donc, ça, c'est un des désavantages. Évidemment, Power BI permet quand même une bonne quantité de sources de données pour se connecter finalement puis aller chercher l'information. Donc, ça, c'est quand même bien. C'est pour ça qu'on a mis une pondération de 2. Il y a une flexibilité minimum pour consommer la donnée parce que l'utilisateur peut recevoir un rapport Power BI périodiquement. Puis là, dépendamment des utilisateurs, je peux mettre en ligne mon dataset pour que les gens le téléchargent, effectuent des analyses sur Excel, etc. Donc, il y a quand même un minimum de flexibilité quant à la consommation de la donnée. Au niveau de la sécurité, c'est très sécuritaire là, grâce au Role Level Security. On peut mettre en place un système de filtre selon le rôle d'un individu. Puis là, on met ça en ligne et on met ça sur le Power BI Services et selon les credentials là, de l'utilisateur, il y a un filtre qui s'effectue, puis il y a accès à l'information qu'il doit avoir accès finalement. Évidemment, c'est pas robuste, puis pas de capacité d'évolution. Lorsqu'on se ramasse avec 4, 5 fichiers Power BI, on en télécharge, on effectue des changements dans les mesures, on leur publie en ligne. Là, on a des conflits de chiffriers, on perd la version unique de la vérité, puis ça devient très complexe à gérer. Mais à court terme, preuve de concept, c'est numéro 1, petites analyses à l'interne, c'est correct, mais lorsqu'on veut quelque chose de plus robuste, il faut passer à un autre niveau. Le deuxième cas d'analyse, d'architecture, c'est très semblable au premier qu'on a présenté, mais on a mis une couche de sémantique. Donc, il y a Azure Analysis Services qui va rouler, puis qui va conserver les règles d'affaires qu'on avait fait dans le fichier de Power BI. On va les conserver dans le cube pour permettre de centraliser ces règles d'affaires-là, ces calculs-là, puis évidemment, rajouter de la robustesse à l'architecture. Donc, on a un meilleur volume de données et une meilleure vélocité de la donnée parce que Azure Analysis Services, c'est des calculs qui sont faits in memory. Donc, une meilleure capacité de calcul, une meilleure capacité de gérer un flot de données qui est plus grand que juste des règles puis des calculs dans un outil de visualisation. Parce qu'il y a une instance, il y a un serveur qui roule
justement pour ça, pour effectuer ce calcul-là de données. Donc, il y a une variété de sources relativement semblables à ce qu'on trouve dans l'outil de visualisation Power BI, à quelques différences près. C'est très rapide à implanter. C'est autant rapide que seulement mettre en place un Power BI. Pourquoi? Parce que les règles, essentiellement, qu'on va faire dans Power BI, dans les requêtes Power BI, puis les changements, les mesures, etc., on va les refaire, mais dans Azure Analysis Services. Donc, ça va changer. Mais c'est le même effort à pour mettre en place. Flexibilité pour consommer la donnée, c'est la même chose aussi. Les gens peuvent télécharger le dataset, effectuer des analyses. En fait, ils ne téléchargent pas le dataset, mais ils vont se connecter sur le dataset, ils vont se connecter sur Azure Analysis Services, puis ils vont effectuer des analyses, ils peuvent recevoir des reports monthly, des choses comme ça. Donc ça, c'est la même genre de flexibilité. Au niveau de la sécurité, le Role Level Security qu'on trouvait dans l'outil de visualisation va être déposé dans Azure Analysis Services. C'est la même technologie. Évidemment, c'est plus robuste, ça a une meilleure capacité d'évolution. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que Azure Analysis Services va permettre de centraliser l'ensemble des règles d'affaires, centraliser les mesures, centraliser les calculs. Et ça, c'est un des gros avantages par rapport à seulement avoir les règles d'affaires dans un chiffrier, pas un chiffrier, mais un fichier Power BI. Donc, je ne vais pas créer de disparité entre mes datasets parce que l'ensemble de la sémantique et des mesures va se retrouver dans le cube. Donc, ça, c'est un petit peu plus robuste. Et là, je vais juste, quand je veux créer un nouveau rapport, je vais seulement me connecter à la de Power BI sur mon cube qui est en place et créer un nouveau rapport. Donc, je peux créer une dizaine de rapports qui vont utiliser le même dataset. Donc, ça, c'est un des avantages. Maintenant, pour ce qui est du troisième cas de figure d'entrepôt d'architecture, c'est un cas où il y a entrepôt de données. Donc, dans ce cas-ci, on utilise les technologies Azure, évidemment, pour l'entreposage de la donnée. Et on a deux cas. On a, parce que ça peut être un ou l'autre, comme vous voyez, il y a l'entrepôt de données en chargement ETL, puis l'entrepôt de données en chargement ELT. Bon. Dans les deux cas, c'est des technologies Azure et on utilise le Azure Data Factory pour orchestrer le flow d'intégration. La seule différence par rapport à ce qu'on voit à ce qu'on a vu tantôt, c'est évidemment, on a un entrepôt de données, mais on n'a pas mis en place de couche de sémantique. Bon, c'est quoi les avantages et les désavantages? D'abord, grâce à un entrepôt de données, on peut avoir un gros volume de données. Donc, c'est à nous de mettre en place les ressources pour gérer ce volume-là. Puis comme on disait, là, Azure SQL Data Warehouse peut gérer un volume infini de données, puis une grande vélocité de données. Mais la grande vélocité de données, attention, ça va être vraiment optimal lorsqu'on va... Pardon. Ça va être... Est-ce que... OK, désolé pour le petit problème technique. Donc, je vais reprendre. Donc, ça va être optimal, là, la vélocité, pour la vélocité, lorsque on va mettre en place un data lake ou un blob storage. Là, dans ce cas-ci, ce qui est présenté, c'est un blob storage. Et là, le type de chargement qu'il y a, c'est un chargement ELT. Donc là, on va pouvoir gérer une grande vélocité de données plutôt qu'au cas CO, donc en ETL. Là, c'est du batch processing, c'est un SSIS mis en place, puis c'est des chargements périodiques. Donc, voilà. Donc, ce qu'on retrouve aussi, c'est une grande flexibilité pour consommer la donnée parce que, en fait, une meilleure flexibilité pour consommer la donnée, c'est pas optimal parce qu'on n'a pas de cube de mise en place, mais on va pouvoir créer des data marts, créer des rôles directement dans le data warehouse pour que les utilisateurs finaux puissent finalement aller effectuer des analyses en type de type self-service. Ça peut être une des options. Donc, on a un petit peu plus de flexibilité. Évidemment, c'est moins rapide à mettre en place parce qu'il y a tout un travail d'intégration de données. Puis, qui dit intégration de données dit rassembler, collecter les règles d'affaires, les comprendre, mettre en place la donnée dans un staging ou mettre en place la donnée dans un data warehouse, modéliser le data warehouse selon les règles d'affaires, bien comprendre l'entreprise. Donc, il y a un gros travail au niveau du back-end pour mettre en place une structure de la sorte.
Puis évidemment, ce travail continue parce que dans un cas d'évolution, on va continuer à rajouter la donnée, puis il faut toujours continuer à se questionner, puis questionner les lignes d'affaires pour mettre la bonne donnée dans l'entrepôt de données et aussi la mettre au bon format. Bon, évidemment, c'est très sécuritaire. On a différents layers de sécurité, mais on peut en mettre au niveau du data warehouse. Il y a Power BI aussi qui permet une très bonne sécurité avec l'Active Directory puis le Row-Level Security. C'est plus robuste. Là où on a puis c'est une bonne capacité d'évolution, mais là où on a un petit problème, c'est au niveau de tout ce qui est sémantique. Donc, les règles, les mesures qui sont créées dans les fichiers Power BI peuvent différer. Donc, si je calcule une vente d'une manière dans un fichier, puis je la calcule différemment dans un autre fichier, puis je publie ces deux rapports-là comme des rapports officiels dans mon organisation, eh bien là, je vais avoir un problème là, au niveau de l'intégrité finalement de l'information qui est représentée. Donc, ça c'est un des désavantages. Mais, n'empêche que le back-end est très solide. Finalement, la dernière architecture qui est présentée, c'est évidemment l'accès à l'entrepôt de données, mais via une couche de sémantique, donc l'Azure Analysis Services. Puis là, on retrouve les avantages et les avantages de l'ensemble des solutions. Donc, on peut gérer un gros volume de données, évidemment. On peut mettre en place lorsque ça devient un très, très gros volume, on peut mettre en place un Azure Data Lake, puis gérer à l'aide de Polybase lorsqu'on a des données aussi qui sont pas en SQL pour charger finalement notre data warehouse, puis structurer l'information. Vélocité de données aussi, c'est bon à ce niveau-là. Évidemment, dans le cas du ELT, mais pas dans le cas du ETL, comme je vous l'ai expliqué tantôt. L'une des différences par rapport à l'architecture que je vous ai présentée précédemment, c'est vraiment au niveau de la robustesse et de la capacité d'évolution. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, là, les règles d'affaires, dans ce cas-ci, se retrouvent, en fait, pas les règles d'affaires, mais la sémantique, les mesures se retrouvent dans Azure Analysis Services et certaines règles d'affaires aussi. Donc là, on centralise cette information-là en plus, on effectue des calculs. Donc là, à ce moment-là, on va connecter notre outil de visualisation sur les cubes, puis on a toute cette information-là centralisée. Donc là, on a une bonne capacité d'évolution, puis une bonne sécurité, une bonne robustesse, etc. Donc ça, c'est le kit qui a le plus de performance, etc. Évidemment, c'est encore là, c'est une question de rapidité d'implantation. C'est quoi nos priorités en tant qu'organisation? Donc, ça fait le tour des différentes architectures et des techniques de modélisation. Puis, je vais recéder la parole à André là, pour la suite des choses. Hey, merci beaucoup, Derek. Super. On a couvert, je vais passer aux 3 autres points à l'agenda. On a couvert, en fait, et revu aujourd'hui les composantes de l'écosystème analytique de Microsoft selon les 4 couches classiques d'architecture. On a couvert les 3 techniques de modélisation de données avec leurs caractéristiques. Derek nous a expliqué les scénarios d'architecture analytique sur les technologies Microsoft avec les pour et les contre pour chacun des cas de figure. Évidemment, les choix de la bonne architecture demandent un savoir-faire. Et dans le contexte des technologies Microsoft, l'évolution de l'écosystème analytique évolue extrêmement rapidement. Donc, ces choix doivent tenir compte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le contexte technologique de l'organisation et les technologies qui sont déjà en place. Il doit tenir compte aussi des impératifs d'affaires de l'organisation, de la valeur anticipée de chacun des analytiques à livrer. Donc, les bons choix pour l'architecture analytique sont capitaux et doivent être pris en toute connaissance de cause. Avant de passer aux questions, on voudrait juste prendre un bref instant pour se présenter. Donc, Faction A offre 3 grandes familles de services, la liste, la fabrique et le conseil. Donc, la liste, c'est pour répondre aux demandes de ressources d'appoint. La fabrique pour répondre aux demandes d'expertise qui sont souvent plus rares et plus recherchées, pour lesquelles on demande la formation préalable et que la formation, en fait, est préalable et nécessaire avant le mandat. Le conseil, qui est notre service le plus demandé, comporte essentiellement 2 volets. La feuille de route, donc la définition de la feuille de route analytique, et la livraison de solutions analytiques. C'est une livraison de solutions analytiques en courte itération de quelques semaines.
Vous voulez gagner du temps de livraison et éviter des essais et erreurs? N'hésitez pas à faire intervenir des professionnels pour vous accompagner. Sur ce, je retourne la parole à Étienne. Merci, André. Bon, je vais juste me remettre en mode de présentation pour être certain que tout le monde puisse bien voir. Bon, alors, premièrement, merci André et Derek. Là, il y avait vraiment beaucoup de matériel et puis il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Puis, heureusement ou malheureusement, on a reçu vraiment beaucoup de questions. Alors, ça va être intéressant. On va essayer d'en couvrir quelques-unes. Et puis, c'est ça. Alors, on va prendre le temps de répondre à quelques-unes. Puis si, par exemple, on ne réussit pas à toutes les couvrir, comme je vous le disais au tout début, on enverra les réponses de façon écrite et on va répondre à tout le monde. On va s'assurer de répondre à tout le monde. Et on va laisser aussi le webinaire là, ouvert pendant encore quelques minutes quand on aura terminé. Alors, vous pouvez nous en envoyer au fur et à mesure. J'ai une première question qui nous arrive d'un auditeur, et puis je ne sais pas si c'est André ou Derek, alors je vais poser la question, puis un de vous deux pourra répondre. L'auditeur nous demande, avec plusieurs chiffriers Excel qu'on a développés, comment récupérer ce qui a déjà été fait là, comme règles et calculs? Bon, bonne question. Puis c'est un cas là, de figure qu'on voit souvent. Là. En fait, les données qu'on retrouve dans le chiffrier Excel, tout dépend. Hein? Si les données, c'est des données qui proviennent de systèmes sources, puis on effectue des modifications, des transformations dans le chiffrier Excel, idéalement, ce qui est conseillé, c'est carrément faire les transformations dans l'ETL, donc transférer les transformations dans l'ETL, puis s'assurer là qu'on charge la donnée à partir de la source. Mais dans un cas où on peut pas, c'est de la donnée qui est source, qui provient de toute pièce ou etc., ou de la donnée externe qui est centralisée dans le chiffrier Excel, etc., on peut déposer le classeur Excel dans un Azure Data Lake ou un Blob Storage qui permet toute forme de format de fichier de données à être déposé là. On peut également, il y a une autre façon de faire, là, si c'est des règles d'affaires qui permettent d'avoir une donnée plus compréhensible pour les unités d'affaires, eh bien là, on va mettre en place, puis s'il y en a beaucoup, un MDM, donc Master Data Management là, System, pour vraiment, là, à l'aide d'une interface applicative, de conserver finalement ces règles d'affaires-là, puis de les centraliser pour une meilleure compréhension de la donnée finalement. Et j'ai une autre question, celle-là, par rapport à la couche sémantique. Et la question est la suivante. Est-ce que ça peut être lié à d'autres outils de visualisation dans le cas où il y en aurait plusieurs là, dans une entreprise quelconque? Absolument. On a présenté le cas de figure où c'est Power BI, mais ça peut être Tableau, ça peut être un paquet d'outils de visualisation là, en fait, c'est une source comme un autre, hein, finalement. Donc, Azure Analysis Services, c'est juste une connexion supplémentaire à ajouter dans l'outil de visualisation. OK, parfait. J'ai une autre question ici d'un auditeur qui demande est-ce que c'est absolument nécessaire d'utiliser Azure Active Directory quand on fait un déploiement d'Azure? Puis peut-être une sous-question à ça, c'est dans quel cas que c'est préférable de l'utiliser? Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que c'est préférable? Oui. Azure Active Directory permet là, vraiment une intégration de tous les rôles, la sécurité dans le système. Puis un cas de figure, justement, ce serait on-premise. Lorsqu'on va accéder à Azure SQL DB, notamment, là, puis qu'on est sur une instance locale, on ne peut pas utiliser Windows Authentication. Donc là, il faut être connecté avec l'Azure Active Directory. Donc, c'est un des cas qu'on aurait comme le choix. Là. Donc c'est pas nécessaire, c'est préférable, puis dans certains cas, naturellement, c'est fortement recommandé. Exact. Bon. OK. Bon, écoutez, il reste encore. J'ai vraiment beaucoup de questions. Alors, on va être obligé d'y répondre par courriel parce que on arrive. En fait, on veut s'assurer qu'on respecte notre échéancier. Alors, ça va conclure le webinaire pour aujourd'hui. On vous remercie sincèrement du temps et de votre participation. C'était vraiment intéressant. On espère qu'on a réussi à partager une partie de nos connaissances avec Azure de Microsoft.
faut bien se situer dans un contexte de solutions analytiques. Hein. Je vous rappelle que naturellement, il y a une panoplie de services offerts dans Azure et aujourd'hui, on a essayé de vous transmettre des informations dans un contexte de solutions analytiques. Je vous rappelle naturellement que vous allez recevoir un courriel qui va donner accès à l'enregistrement, une copie de la présentation et naturellement, si vous avez des questions supplémentaires, là, je vous invite à contacter André ou Derek à votre convenance. Si vous vous souvenez, leurs coordonnées là, sont incluses là, dans la présentation. Vous allez en recevoir une copie de toute façon. Par la même occasion, si jamais vous avez des sujets de webinaires reliés aux analytiques là, sur les technologies de Microsoft qui vous intéressent, simplement en faire part à André, puis on pourra ainsi là, développer le matériel là, qui sera approprié dans les prochains webinaires. En tout dernier lieu, je vous invite à compléter là, notre sondage express afin de nous indiquer votre niveau de satisfaction. C'est très important pour nous et ça nous sert là, de point de repère pour notre amélioration continue. Alors, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée à tous et merci encore d'avoir participé en grand nombre aujourd'hui.